Bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire de ANSYS et ADDL, comment utiliser de la simulation numérique dans le domaine de la santé. Alors, nous allons encore attendre 2 minutes, on va commencer à 14h02, le temps qu'il y ait d'autres personnes qui nous rejoignent. Du coup, voilà, à tout de suite. Alors, le webinaire va bientôt commencer. Vous pouvez bien sûr parler dans le chat, on voit tous vos messages et on répondra à vos questions à la fin du webinaire, du coup. Et à présent, je vais vous laisser avec Thierry Marchal et Anita Kanayan. Bonjour à tous, je suis Anita Kanayan. J'ai une formation en résistance des matériaux et simulation numérique. Je travaille dans ce domaine depuis 14 ans. Aujourd'hui, je suis ingénieur d'études chez ADDL, où j'assure des formations, du support technique et je propose des études et des méthodologies de calcul numérique dans le domaine de la mécanique des structures. Donc aujourd'hui, nous allons commencer un webinaire qui est le deuxième de la série intitulé « Comment utiliser la simulation numérique dans le domaine de la santé ». Donc, là, oui. Et merci Anita. Et en effet, c'est un webinaire qui s'inscrit dans une série que nous avions entamée, que j'avais le plaisir et le privilège d'en entamer avec vous le 27 janvier dernier. Parce qu'en effet, la simulation numérique devient quelque chose d'extrêmement important au niveau de la santé, mais il est très intéressant de savoir ce qu'il en est. Au mois de janvier, nous avions donné un aperçu général des différentes opportunités, des différentes solutions que la simulation pouvait apporter pour la santé, mais également les différentes activités qui étaient faites en France, qui est un pays pionnier dans le domaine. Et donc, aujourd'hui, il est important de voir un peu plus dans les détails. Et Anita, oui, c'est ce que tu vas nous présenter. Lors de cette présentation, je vais vous faire découvrir un nouveau logiciel d'ANSYS, le logiciel ANSYS Discovery, qui est susceptible d'apporter une aide aux professionnels de la santé qui s'intéressent de plus en plus au domaine numérique. Alors avant tout, on va faire une petite présentation des deux sociétés qui distribuent ce logiciel, ANSYS et ADDL. Thierry, je te laisse présenter la société ANSYS. Oui, ANSYS est un leader mondial à l'heure actuelle au niveau de la simulation numérique. Non seulement dans le domaine de la santé, mais dans tous les domaines. Il est certain que votre téléphone portable, votre voiture, l'avion que vous aviez pris il y a un peu plus d'un an, etc., tous ces éléments ont été conçus avec des logiciels ANSYS. C'est une société qui pèse plus d'1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel en investissant énormément au niveau de la recherche. Ils sont présents à travers le monde avec plus de 4000 employés. Donc, une grosse société, mais qui, depuis une dizaine d'années, s'investit de plus en plus et devient un leader au niveau de l'aspect santé. Nous avons ici le privilège d'être représenté par ADDL en France,
Oui. Anita, peux-tu Alors, nous la parler société d'ADDL? ADDL est partenaire d'ANSYS. Elle a été créée en 1996 et a toujours utilisé les solutions d'ANSYS. Elle est le plus grand revendeur français des produits ANSYS depuis 2001 en France. Et ses activités sont dans la distribution des logiciels, la formation, le support technique et propose des études et des méthodologies de calcul numérique dans les domaines de la mécanique des structures, de la mécanique des fluides, du matériau, de l'électronique et de l'électromagnétisme. Ses principaux clients sont des académiques, notamment des universités, lycées, UIT, etc., des centres de recherche, des sociétés industrielles et des startups. Donc voici le sommaire de la présentation. Je vais tout d'abord vous rappeler ce qu'est la médecine in silico, qui a été vue lors du premier webinaire avec Thierry Marchal. Ensuite, je vous ferai découvrir le logiciel ANSYS Discovery et je terminerai par une démonstration du logiciel appliqué à la médecine in silico, avec des cas d'études médicaux. Tout d'abord, qu'est-ce que la médecine in silico? Il s'agit d'une nouvelle médecine où le numérique se met au service du monde médical. Donc, on va utiliser des outils informatiques pour reproduire de manière précise des processus biologiques. Il s'agit donc, l'objectif est de modéliser et de visualiser des phénomènes biologiques réels, que ce soit des essais cliniques in vivo ou ex vivo, des diagnostics, de la prévention, du traitement de maladies, dans un environnement virtuel. Aujourd'hui, les professionnels de la santé développent cette médecine qui se dit être prédictive et à long terme, elle permettra de limiter les essais cliniques réalisés sur les animaux, de réduire le délai de mise sur le marché des médicaments ou de matériaux médicaux et des appareils. Et aussi, elle permettra de personnaliser des outils médicaux, des appareils en fonction des clients, par exemple. N'ayant pas ou peu d'expertise en simulation numérique, les professionnels de la santé auront besoin d'un logiciel intuitif, performant et fiable pour pouvoir réaliser des simulations numériques. Et aujourd'hui, ANSYS a développé un nouveau logiciel qui se prénomme ANSYS Discovery et qui est capable de répondre à ce besoin, qui est de plus en plus croissant. Donc, ANSYS Discovery est un logiciel qui intègre 2 modules. Il recouvre quasiment toutes les fonctionnalités du logiciel SpaceClaim, conçu par ANSYS également et qui a déjà fait ses preuves. C'est un logiciel de conception géométrique. Et il intègre aussi un module qu'on appelle le MDS, Material Data Simulation, qui est une base de données en matériaux et qui fait partie du logiciel Granta EduPac. L'autre avantage de Discovery, c'est qu'il est multiphysique. Donc, il est très intéressant pour le monde médical qui présente simultanément plusieurs phénomènes physiques d'utiliser ce logiciel. Donc, il peut de manière simultanée faire des analyses structurelles statiques, de la mécanique des fluides, de la thermique, de l'analyse modale, de l'analyse en grand déplacement, de la conception géométrique, des études paramétriques et de l'optimisation topologique. Les conditions optimales d'utilisation pour le logiciel Discovery est d'avoir une carte graphique d'au moins 4 gigaoctets de mémoire. Alors, quand intervient le logiciel Discovery dans le cycle de vie d'un produit? Il faut savoir que pour fabriquer un produit, on a besoin de 5 phases. La phase d'idée et de concept, la phase de développement, la phase de prototypage, de fabrication et de recyclage. Et ANSYS Discovery va exactement apparaître au niveau de la phase de développement, où le choix de la conception du produit va avoir lieu et après avoir choisi la conception en question, nous allons valider ce produit avec des logiciels de simulation numérique experts tels que Mechanical ou Fluent. ANSYS Discovery va intervenir à ce niveau-là parce qu'il va permettre de tester plusieurs configurations de conception géométrique et de pouvoir faire un choix déjà en validant un peu la tenue structurelle ou la tenue du produit en pré-analyse. Donc, nous arrivons à la démonstration
du logiciel. Aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration d'un cas d'étude de biomécanique articulaire. Il s'agit d'une simulation d'une prothèse de hanche. Dans le cas réel, nous avons une radiographie à gauche qui présente une prothèse de hanche. Elle est composée de deux parties. La tête fémorale, qui est donc ici représentée en zirconium. Lors d'une étude au préalable qui a été faite par ANSYS, il a été révélé que le zirconium était un matériau bien adapté pour cette partie de la prothèse. Et on a la tige fémorale qui, elle, vient s'insérer à l'intérieur de l'os du fémur du patient. Donc, on voit au niveau de la jambe l'os et l'intégration de la prothèse à l'intérieur. Et cette étude a révélé que l'alliage de titane était compatible pour cette partie de la prothèse de hanche. Et que ces deux matériaux avaient permettaient une bonne tenue structurelle de la prothèse. Nous avons essayé de reproduire à droite la géométrie de cette prothèse de hanche. Ici, il y a deux manières, il existe deux techniques opératoires d'intégrer la prothèse de hanche au niveau de l'os du fémur du patient. Il y a une technique de perçage ou une technique de cimentation. Nous avons choisi ici la technique de perçage. Il s'agit d'intégrer des vis de fixation à l'intérieur de la prothèse pour le fixer dans l'os du fémur. Il existe aussi donc, comme je dis, la technique de cimentation qui consiste à coller la tige fémorale à l'intérieur avec de la colle forte. Nous verrons lors de la démonstration du logiciel que les deux peuvent être simulés. Donc, l'objectif est de trouver bien sûr la configuration optimale de tenue mécanique avec la Discovery. Considérons un patient qui pèse 80 kg. Nous allons étudier une des phases du cycle de marche normale du patient. Donc, si l'on considère la première phase d'appui la première phase de cycle de marche normale, qu'on appelle la phase d'appui monopodal, il s'agit en fait de l'appui sur une seule jambe. Les études montrent que l'effort qui résulte au niveau de l'articulation de la hanche est comprise entre 4 à 5 fois le poids de l'individu. Ici, nous choisissons l'effort maximal de 5 fois le poids de l'individu. Le poids étant la masse corporelle fois l'accélération de la pesanteur à 9,8 mètres secondes carrés. Nous avons un effort ressenti à l'articulation de la hanche de 3920 newtons. Donc cet effort sera appliqué au niveau de la tête fémorale de la prothèse de hanche, sur la surface sphérique de la petite cupule qui se trouve au-dessus de la prothèse, et l'effort sera distribué sur toute la surface sphérique de cette cupule. Nous allons bloquer toutes les zones de perçage lors de la démonstration. C'est les endroits où vont passer les vis, donc on va bloquer en rotation et déplacement toutes ces zones de perçage. Les vérifications en résultat que nous ferons lors de cette simulation seront la déformée de la prothèse et la contrainte von Mises maximale qui va permettre de valider ou non le dimensionnement de la prothèse de hanche. Donc, si la contrainte qu'on obtient sur la prothèse de hanche est inférieure à la limite élastique du matériau, nous avons un dimensionnement correct de la prothèse de hanche. Je vais juste revenir en arrière pour vous rappeler ce qu'est la limite élastique du matériau. C'est la limite que peut supporter le matériau avant plastification, avant déformation de la matière. Donc ici, pour le zirconium, elle se nomme RE et elle est de 250 mégapascales. Et pour l'alliage de titane, elle est de 986 mégapascales. Donc, nous allons passer à la démonstration. Donc, lorsque nous ouvrons ANSYS Discovery, nous avons un écran d'accueil qui s'affiche. Cet écran d'accueil est un guide d'utilisation. Il va nous permettre de voir comment naviguer, comment sélectionner des entités,
et utiliser le logiciel Discovery lors de la simulation, surtout lorsqu'on débute avec ce logiciel. Donc une prise en main facile du logiciel avec des démonstrations en vidéo, un tutoriel qui nous aide. Cet écran d'accueil est accessible à tout moment de la simulation numérique. Nous pouvons retourner dans la barre d'outils, aller à page d'accueil et dans l'onglet Apprendre, nous pouvons récupérer cet écran d'accueil avec tous les tutoriaux pour nous aider à prendre en main le logiciel assez rapidement. On peut également, à partir de là, faire l'import de fichiers de géométrie. Il faut savoir que Discovery est capable d'importer près de 90% des formats de fichiers présents sur le marché, que ce soit des fichiers standards comme format STEP ou Parasolid, ou que ce soit des fichiers natifs comme ceux de CATIA, d'AutoCAD, de Creo. Je vais maintenant ouvrir le modèle de prothèse de hanche sur lequel on va travailler. Donc voici la prothèse de hanche. Je reviens sur l'écran d'accueil pour vous montrer qu'il est possible de stocker plusieurs modèles à ce niveau-là. Je vais ouvrir un autre modèle au format STEP, un autre modèle de prothèse de hanche, et il est possible de travailler de manière indépendante sur chacun des modèles. À chaque fois que l'on ferme ou rouvre le logiciel, ces modèles seront toujours présents à ce niveau-là. On pourra accéder à ces modèles de manière indépendante et continuer notre étude très bien jusqu'au moment où on décide de supprimer le modèle par un clic droit. Voilà, donc on revient sur le modèle de la prothèse de hanche. Nous sommes ici sur l'interface d'Ansys Discovery qui est organisée en 5 grandes parties. Nous avons tout en haut la barre d'outils qui regroupe toutes les fonctionnalités du logiciel et qui est organisée sous la forme d'onglets. On voit que les onglets sont bien organisés et suivent une suite logique des étapes à suivre pour faire une simulation complète. Donc on part bien de la conception vers la simulation. Dans l'onglet Conception, nous avons tous les outils permettant de faire des modifications géométriques du modèle. Dans l'onglet Facettes, des éléments qui permettent de créer de la géométrie à partir de facettes. Dans l'onglet Affichage, tous les outils permettant d'afficher le modèle selon notre besoin. L'onglet Mesurer va permettre de faire des mesures rapides sur le modèle. L'onglet Préparer également a plein d'outils permettant de préparer le modèle pour la simulation, qui propose donc tous les phénomènes physiques ici, donc structural, mécanique, de l'écoulement de fluide, de l'analyse thermique, de l'analyse vibratoire, l'analyse modale. Nous pouvons également choisir tous les matériaux à ce niveau-là, pour les corps des structures, et faire de l'exportation de modèles vers des logiciels plus experts en la matière, tels que Mechanical. En haut à droite, nous avons 2 arborescences. Une arborescence qui représente la structure avec toutes les pièces. Il est possible d'afficher ou de masquer les pièces, d'activer ou désactiver les pièces qui seront prises en compte dans la physique. Donc là, je désactive volontairement cette pièce-là qui est en fait une pièce autre, qui fait partie de l'os iliaque, l'os de la hanche, mais qui ne participera pas dans le calcul aujourd'hui. Et on a une autre arborescence qui concerne la physique, c'est-à-dire où toutes les étapes de la simulation seront affichées pas à pas, au fur et à mesure. Nous avons ici 2 halos de visu, un à gauche et un à droite, qui vont permettre, donc qui réunissent toutes les fonctionnalités permettant de visualiser de manière simple le modèle. Donc, pour pouvoir faire des sélections. Nous avons au centre le système de coordonnées cartésien global qui permet de positionner de manière plus précise le modèle. Et à droite, un autre halo de visualisation graphique, mais qui concerne que les résultats. C'est là où nous lancerons les calculs numériques, en fait.
Et donc là, il est grisé, il apparaît grisé, mais il sera actif tout à l'heure lors de la simulation. Au centre, nous avons l'interface graphique. Donc, comme on l'a deviné, c'est l'interface où tout apparaîtra. Donc, le modèle, toutes les conditions limites proposées sur le modèle. Et enfin, en bas, nous avons les 3 modes de fonctionnement du logiciel. Le mode modèle, le mode explore et le mode analyser. Dans le mode modèle, nous pouvons préparer la géométrie de la pièce. Le mode Explore va permettre de mettre en place les conditions limites sur la pièce et de lancer des calculs en instantané. Et dans le mode Analyser, on pourra utiliser des outils de simulation numérique qui sont un peu plus avancés, qui sont présents dans les logiciels standards, tels que Mechanical, qui permettront d'avoir une meilleure précision dans les résultats. Donc, nous allons aller dans le mode modèle, tout d'abord, et faire un nettoyage géométrique. Nous sélectionnons pour cela donc toutes les pièces. Nous allons supprimer toutes les petites surfaces qui n'ont en fait aucun intérêt physique et qui vont un peu fausser les résultats. Donc, on va retirer ça en utilisant un outil qui s'appelle la sélection avancée, qui permettra de faire une sélection rapide et instantanée de toutes les petites surfaces d'arrondi là sur la structure. En un seul clic, vous voyez, nous pouvons tout éliminer. Il y a toujours à côté du modèle un petit halo qui regroupe les principales fonctionnalités. Donc là, nous avons un outil là qui permet de supprimer ces petites surfaces en un seul clic. Donc, très facile d'utilisation. Ces outils sont aussi présents dans la barre d'outils, bien sûr, mais si on ne connaît pas l'emplacement, donc là on le connaît, on le voit, mais si on ne connaît pas l'emplacement de cet outil dans la barre d'outils, on peut également utiliser le halo qui est très intuitif. Donc on aurait besoin juste du halo et de l'outil de sélection avancé pour pouvoir faire notre nettoyage géométrique finalement. Nous pouvons passer au mode explorer. Donc par défaut, le matériau utilisé pour la pièce est de l'acier S275. C'est un acier dont la limite élastique est à 275 mégapascales. Elle est proposée par le logiciel. Je vais laisser telle quelle et je vais juste appliquer les conditions limites, donc conditions de blocage qu'on avait dit au niveau des zones de perçage. Voilà, donc on choisit les zones de perçage avec la sélection et on valide. Et pareil, j'applique l'effort de 3920 newtons sur la surface sphérique de la cupule. Donc, cet effort est distribué et automatiquement, là, je lance le calcul à droite dans le petit halo. On voit que le calcul est quasiment instantané. Les résultats s'affichent tout de suite, quasiment. On est à 9,5 microns en déplacement maximal. Donc, lorsqu'on regarde l'échelle de résultats à droite, au niveau de la partie d'articulation, on peut afficher les valeurs maximales et minimales des résultats et aussi visualiser des isocontours. Voilà. Donc tout dépend de comment l'on souhaite afficher les résultats. Il y a aussi un outil intéressant qui est la déformée, visualiser la déformée de la pièce lorsqu'elle est chargée, et l'animation qui permet de comprendre le mouvement de la pièce lorsqu'elle est chargée. Un autre résultat qui nous intéressait était de visualiser les contraintes de von Mises. Donc les contraintes de von Mises qui permettent de finalement valider le dimensionnement de la prothèse de hanche. On voit qu'elle est maximale au niveau de la partie intermédiaire entre la tête fémorale et la tige fémorale. Et elle est de 416 mégapascales. Or, on a dit que l'acier là qu'on a utilisé par défaut a une limite élastique de 275 mégapascales. On est largement au-dessus, donc les contraintes ont nettement bien dépassé la limite élastique du matériau, ce qui suppose là
que l'acier, notamment S275, n'est pas adapté pour la prothèse de hanche, n'est pas un matériau adapté pour la prothèse de hanche. Donc déjà, c'est une étude qui permet de voir l'effet de la matière. Donc on va mettre la matière que nous avions proposée tout à l'heure lors de la présentation, donc à savoir l'alliage de titane sur la tige fémorale et le zirconium sur la tête fémorale. Les caractéristiques matériaux s'affichent automatiquement à chaque fois qu'on choisit le matériau, et nous pouvons faire une recherche rapide du matériau. La base de données est quand même assez riche, hein. Nous avons quasiment près de 700 matériaux qui sont présentés en bibliothèque. Donc voilà, à chaque fois que l'on fait une étape, nous avons tout qui s'affiche dans l'arborescence à gauche. Donc toutes les étapes s'affichent automatiquement. Donc, un outil dont j'avais pas parlé tout à l'heure, il s'agit des graphes, ce sont des outils assez intéressants parce qu'ils permettent à chaque simulation d'afficher les valeurs maximales en déplacement et en contrainte. Donc ici, j'ai fait 2 fois le calcul, hein, en changeant la matière 2 fois. Donc, la phase 2 et 3 sont les mêmes calculs, mais nous voyons que le déplacement a augmenté, ce qui est normal puisque nous avons un matériau, donc zirconium et titane, alliage de titane, qui sont des matériaux plus légers que l'acier. Donc, l'autorisation en déplacement le déplacement est plus autorisé pour l'alliage de titane et le zirconium. Et au niveau des contraintes, par contre, nous avons fortement diminué. Les contraintes sont cette fois-ci largement en dessous de la limite élastique de l'alliage de titane, puisque c'est là où on remarque qu'il y a la contrainte maximale. Elle est de 413 mégapascales, alors que la limite élastique du titane est de 986 mégapascales. Donc, effectivement, l'alliage de titane est bien adapté et permet bien une bonne tenue structurelle de la prothèse de hanche. Donc, il est possible également d'effacer donc les phases qui nous intéressent pas. Ces 2 tableaux nous permettent d'avoir une visu rapide des conceptions que nous avons fait et de faire le choix de la meilleure conception en un coup d'œil. Donc, nous voyons là que nous avons effacé donc la répétition. C'est beaucoup plus clair maintenant. Nous allons maintenant procéder à autre chose. On retourne sur le mode modèle et on va personnaliser la prothèse de hanche. Supposons que le patient a un os de fémur assez long. Nous allons rallonger la tige fémorale de 10 mm. Par exemple, avec l'outil étiré et le halo qui se présente à côté présente la plupart des fonctionnalités importantes du logiciel, et rajouter un perçage. Donc on va répéter ce perçage-là en extrémité de la tige. On va recentrer ce perçage pour pas que ça soit trop décalé. Voilà. Donc je rajoute un perçage, je retourne dans le mode Explore et je relance un calcul en changeant cette fois-ci juste, donc là je vais juste réactiver toutes les pièces sur lesquelles je n'ai pas travaillé, la géométrie, et je refais la condition de blocage, puisque un perçage est venu s'ajouter, il faut aussi le prendre en compte. Donc on va faire un remplacement ou une suppression et une recréation de conditions de blocage. Voilà, je supprime le support fixe précédent et je relance le calcul. Donc, vous voyez, le calcul est quasiment instantané. On retourne sur les graphes. On voit que
le déplacement est nul puisque le matériau n'a pas changé, mais que la contrainte a fortement diminué. Ce qui montre que, en fait, lorsque la tige fémorale est plus longue, la tenue est améliorée. La tenue structurelle de la prothèse de hanche est améliorée. Nous allons faire un autre test maintenant, une autre configuration. Nous allons tester la technique opératoire de cimentation, c'est-à-dire que celle dont je vous parlais tout à l'heure. Il suffit là de retirer tous les perçages et d'appliquer cette technique où on passe de la colle forte sur toutes les surfaces de la tige. Donc, avec toujours l'outil de sélection avancé, je vais sélectionner toutes les zones de perçage. Je les supprime. Voilà. Et je retourne dans le mode explorer. Je resupprime la condition de blocage précédente et j'en rajoute une nouvelle, où là je vais sélectionner du coup toutes les surfaces, donc je peux le faire aussi manuellement, hein, toutes les surfaces de la tige fémorale. Je valide. Donc je bloque toute cette partie-là. Et je relance le calcul. Donc les résultats apparaissent également tout de suite. Donc là, nous voyons que en termes de déplacement, nous avons un peu diminué, ce qui montre que finalement la technique de cimentation n'autorise pas beaucoup de déplacement et la contrainte a légèrement diminué. Les deux techniques sont quasiment identiques. Celle de la cimentation semble être un tout petit peu plus efficace que ou permet une meilleure tenue structurelle de la prothèse, mais c'est vraiment pas très grand comme différence. Donc, il faut savoir que on peut faire également du couplage de phénomènes physiques. Hein, dans un même calcul. On sait que la température corporelle de l'être humain est de 37 degrés, donc nous pouvons également rajouter une température de l'environnement égale à 37 degrés. Voilà, donc là je vais rajouter une température et voir la tenue de la prothèse de hanche avec cette température. Je relance un calcul. Donc il est possible avec Discovery, vous voyez, de tester plusieurs configurations à la suite et de voir juste avec le tableau finalement quelle est la configuration la plus optimale. Pareil, donc là on voit que la contrainte von Mises diminue encore, donc ça va dans le bon sens. La tenue mécanique de la prothèse hanche n'est pas affectée par une température de 37 degrés. Donc on peut continuer à faire une série de calculs comme ça en instantané, en changer les conditions limites sur la pièce et voir petit à petit quelle est la configuration la plus optimale. Discovery nous propose par défaut aussi l'effort de gravité. Donc par défaut, cet effort est exclu, mais on peut l'inclure. Donc là, moi, je l'ai pas prise en compte dans mes calculs. C'est juste une petite précision. Et il y a le mode modèle qui est aussi intéressant, on ne l'a pas vu, hein. Il permet d'utiliser des outils un peu plus avancés que l'on retrouve en fait dans des logiciels experts comme Mechanical. Donc par exemple, ici, nous avons des charges d'appui, de la précharge de boulons, du contact ou du contact un peu poussé et des joints cinématiques. Hein. Ce sont des outils qui sont présents dans Mechanical et qui peuvent être utilisés ici avec Discovery. Donc on peut faire un début de calcul un peu avancé. Par exemple là,
proposer un coefficient de frottement. Par défaut, là, j'ai eu un contact lié, mais on peut également faire du contact avec frottement. On peut aussi avoir un petit peu la main sur le maillage, même si le maillage est automatique. On peut raffiner le maillage. Plus le maillage est fin et régulier, meilleure sera la précision au niveau des résultats. Vous voyez, automatiquement, là, quand j'ai raffiné le maillage, on voit un maillage un peu plus fin et régulier qui apparaît. Et là, on voit une petite différence. Effectivement, la contrainte a légèrement augmenté avec un maillage plus fin. L'écart n'est pas très grand, ce qui signifie qu'entre un maillage grossier et un maillage fin, si l'écart de contrainte est très faible, les résultats sont quasiment fiables et précis. Donc, une dernière chose, c'est que à partir de ce modèle qui est déjà bien entamé, bien commencé, on peut faire des études un peu plus poussées avec Mechanical, hein, des études de non-linéarité, de couplage physique. Voilà, on peut aller plus loin sur l'étude, mais déjà Discovery nous permet déjà de faire un premier choix dans de conception de notre produit. Ok, Anita, si je puis t'interrompre, ceci Oui. est assez impressionnant comme attitude, mais ce que je vois, ce qui me manque un peu, c'est que c'est purement du mécanique. Or, au niveau de la santé, il y a énormément de mécanique des fluides, notamment écoulement du sang, écoulement de l'air, etc. Est-ce qu'avec Discovery, tu peux faire quelque chose également dans ce domaine de l'écoulement? Oui, bien sûr, Thierry. En fait, la mécanique des fluides, il y a un webinaire qui sera dédié à ça prochainement. Mais effectivement, on peut faire également de la mécanique des fluides. Je vais vous proposer ici un petit cas d'étude d'anévrisme cérébral saculaire, mais ça sera très rapide, juste pour vous montrer que il est également possible de faire ce cas d'étude. Donc ici, nous avons le cas d'un anévrisme cérébral qui est en fait correspond en fait à une anomalie de vaisseau sanguin au niveau du cerveau. Nous avons essayé de reproduire donc la géométrie de cette anomalie et les seules choses qui vont changer finalement par rapport à la mécanique des structures, ce sont les données d'entrée. Donc là, nous n'avons pas de matériaux de structure au niveau de la structure, mais nous avons des caractéristiques fluides. Donc, on va rentrer la masse volumique et la viscosité du sang, par exemple, au niveau du vaisseau sanguin. Et nous allons visualiser l'écoulement sanguin d'un anévrisme cérébral. Donc, par contre, l'hypothèse que l'on fait là, vu que c'est une démonstration qui sera assez rapide, c'est que le sang sera considéré comme un fluide parfait. Effectivement, nous ne pouvons pas représenter là tout de suite les particules dans le sang telles que les globules blancs, les globules rouges. Et les conditions limites vont changer. Donc on va plutôt proposer ici un débit sanguin et une pression sanguine au niveau du vaisseau. Et voilà, par rapport à la mécanique des structures, il y a juste ça qui va changer, donc les données d'entrée et les conditions limites. Là aussi, on peut faire un couplage, c'est-à-dire que ici, pour pouvoir valider la tenue, donc l'écoulement, pour pouvoir visualiser l'écoulement du fluide et éviter la rupture d'anévrisme, il faut que la pression statique à l'intérieur du vaisseau sanguin soit inférieure, à la pression du vaisseau. Et pour avoir la pression interne du vaisseau, il faut passer au préalable par une étude en mécanique. Puisqu'elle va dépendre finalement de la taille du vaisseau, de la viscosité du sang et tout ça. Donc, il est possible de passer de l'un à l'autre sans problème. Donc là, je vais vous présenter une démonstration, de cet anévrisme, de cette simulation d'anévrisme cérébral. Donc voilà, nous avons en fluide avec les données d'entrée, nous appliquons la viscosité et la masse volumique du sang.
proche du sang, et nous pouvons visualiser l'écoulement du sang à l'intérieur du vaisseau sanguin. Donc voilà, là, en forme particulière, par exemple. On peut grossir les particules selon nos envies. Donc ça, on travaille surtout sur le halo de visu graphique, ici. Donc les outils sont exactement identiques pour toute étude. Et je dirais ce qui est particulièrement intéressant de voir dans cette simulation, c'est qu'on a toute une série de parties bleues dans l'anévrisme cérébral. Ça veut dire que les vitesses sont très faibles et par conséquent, il n'y a pas de risque de rupture de l'anévrisme. Voilà, c'est ça. On peut changer donc en instantané la vitesse cinématique, la vitesse d'écoulement, pardon. Voilà, et on voit que l'échelle s'adapte en fonction de ce que l'on change en données d'entrée au niveau de l'arborescence. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, la rupture d'anévrisme est cause d'un quart des AVC. Aujourd'hui, donc là, on peut également visualiser des lignes d'écoulement. Et c'est comme dans la mécanique, on a plusieurs types de résultats. Nous nous intéressons ici à la pression statique, mais on a le choix de visualiser plusieurs résultats. On voit que la pression statique est quand même cohérente ici. Donc la rupture d'anévrisme est quand même écartée. Donc là, je change un peu la pression en sortie du fluide et on voit qu'automatiquement l'échelle de résultats s'adapte. Donc tout se fait de manière instantanée dans le mode Explore. Voilà. Oh, pardon. Donc, nous arrivons à la conclusion de ce webinaire, de cette présentation. Nous constatons donc lors de cette présentation qu'ANSYS Discovery est un outil performant, intuitif et fiable. Il permet d'explorer plusieurs idées de conception et de pouvoir faire même un début de validation des structures. Donc, il est intéressant surtout par son interface utilisateur qui est conviviale et qui est facile d'utilisation, qui permet de traiter plusieurs phénomènes physiques de manière indépendante ou simultanément. Et on voit bien qu'il est dédié à des personnes qui ne sont pas experts en la matière, en simulation numérique. Et comment ANSYS Discovery va répondre aux besoins de la médecine in silico? Tout d'abord par son approche multiphysique. On sait que dans le domaine médical, tous les phénomènes physiques sont en fait liés et arrivent instantanément, que ce soit l'analyse thermique, l'analyse mécanique ou fluidifique. Tout peut apparaître simultanément, comme nous l'a dit Thierry. Et Discovery intègre également une base de données matériaux riche avec toutes les classes de matériaux qui sont représentés, des alliages métalliques comme des polymères, des composites, enfin toutes les classes de classification de matières y sont présentées. Et autre chose, c'est que les fichiers les fichiers sont transférables vers des logiciels plus experts comme Mechanical ou Fluent, et nous pouvons directement partir de la simulation faite de Discovery pour les continuer dans d'autres logiciels et les avancer. Je ne l'ai pas présenté là dans la démonstration, mais il est possible également de faire de l'optimisation de solutions qui permet encore d'avoir une aide sur le choix du concept.
Si vous voulez en savoir plus, il y a un autre webinaire qui sera présenté par Thierry demain, donc sur une application orthopédique. Et prochainement, comme je vous l'ai déjà dit, il y aura aussi un sujet de cardiovasculaire, toujours sur le logiciel Discovery, qui sera présenté par mon collègue. M'exprimer ici. Le webinaire qui aura lieu demain est un webinaire fantastique présenté par le professeur Germano. Donc, quand je vous disais que les hôpitaux français sont vraiment à la pointe du domaine, et dans ce webinaire, ils expliquent comment ils utilisent la simulation numérique, notamment en utilisant des ballons pour créer des tibiales qui ont été complètement explosés par des traumas extrêmement importants. Donc, c'est la restauration du plateau tibial utilisé dans des hôpitaux qui est quelque chose de très intéressant. Et ceci met en évidence ce besoin d'aller vers les solutions personnalisées que, d'une certaine manière, Anita présentait aujourd'hui, et cette tendance que l'on peut voir du mouvement in vitro, in vivo, vers des modèles in situ. Alors, on peut s'en étonner. Si vous êtes ici, vous pouvez vous demander d'une certaine manière, est-ce que je suis dans la bonne place? On peut le voir sur le slide suivant qu'il y a énormément d'investissements R&D qui apparaissent dans le domaine de la santé. Est-ce qu'il y a moyen de passer sur le prochain slide? Donc, on voit qu'il y a énormément d'investissements au niveau de la santé. C'est la deuxième industrie la plus grande après l'élément high-tech. Par contre, au niveau de l'investissement dans la simulation, c'est seulement 150 millions de dollars. Donc 10 fois moins que dans le high-tech, nettement moins que dans l'aérospatial, alors que les investissements sont beaucoup plus faibles. Donc vous pourriez vous poser la question, est-ce que c'est intéressant d'assister à un webinaire sur les méthodes numériques dans la santé? Donc, regardez ces autres éléments. Revenons au slide précédent. Il est attendu qu'environ 600 millions de dollars soient investis chaque année dans les prochaines années, en plus au niveau de la santé. Ça veut dire que la santé est désormais convaincue par cet aspect-là, et dans un avenir proche, vous allez voir que les demandes, notamment pour les ingénieurs, les biomedical ingénieurs, etc., va simplement exploser. Tout le monde va pouvoir se battre, donc certainement un très bon point. Et cela, pour ça, il ne faudra pas attendre quelques années. Dès cette année de 2021, on s'attend à ce qu'il y ait des investissements de l'ordre de 20 à 25 millions de dollars dans ces aspects santé. Alors, le slide suivant vous donne simplement un aspect parce que dans ce cadre-ci, Anita se focalisait sur l'analyse d'une propre prothèse. Mais bien entendu, la prothèse peut être mise dans le corps humain. Donc, on peut partir du patient, le scanner. Donc, on peut scanner vous-même et implanter une prothèse de hanche dans votre propre géométrie. C'est là que l'on arrive à cette analyse personnalisée. En plus de ça, évidemment, nous avons besoin de propriétés de ma matière qui font partie de la base de données que Anita mentionnait, mais qui peuvent être également des propriétés matières de type soft tissue ou dense tissue, comme pour les os, les muscles, etc., qui elles-mêmes varient en fonction de l'âge, ce sont des données qui peuvent être prises en considération. Et enfin, en plus, il est très important d'avoir les conditions qui vont s'appliquer sur un os. C'est peut-être la difficulté de l'aspect santé, c'est que contrairement à un écoulement d'air qui applique une pression constante sur l'aile d'un avion, ici, quand vous marchez, vous pouvez voir que les forces appliquées vont varier constamment. Alors, on vous a parlé beaucoup de prothèses de hanche aujourd'hui, mais le dernier slide ici va vous montrer que, d'une certaine manière, au niveau de l'orthopédique, tous les domaines sont et ont déjà été étudiés. Les prothèses de hanche, les joints pour les prothèses de genoux et tout ce qui est les implants dans les vertèbres sont les plus importants parce que c'est le plus grand marché. Mais ça peut être des modèles customisés de la mâchoire, au niveau de la cheville, au niveau de l'épaule. Il y a pas mal d'études qui sont faites. Donc, toute partie du corps humain pourrait être modélisée de la même manière. Je pense que maintenant, il est certainement temps d'ouvrir la discussion pour les questions-réponses. Oui, Thierry, on peut passer aux questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais aller poser dans le chat. Et en attendant, Anita, j'avais reçu une question directement en disant, mais sûrement 9,5 microns que tu mentionnais, c'est un déplacement très petit, donc est-ce qu'il est vraiment important de modéliser ceci? Certainement, tu vas répondre à ceci. Un des éléments que je pourrais donner de manière plus
personnel au niveau de la santé, c'est qu'en effet, 9,5 microns, c'est très petit. Mais bien entendu, une fois que l'on aura implanté la prothèse d'ange, les cellules de l'os vont regrandir. L'os est une structure vivante. Les cellules de l'os vont coloniser autour de la prothèse, ce qui va donner une meilleure adhérence. Par contre, si en faisant des mouvements, on peut avoir des déplacements de 9,5 microns, c'est très, très petit, donc c'est acceptable, mais des déplacements plus grands vont empêcher cette recolonisation de l'os. Donc, il est très important de pouvoir savoir quels sont les éléments de glissement qui vont apparaître. Oui. Mais Anita, je te prie Oui, de... mais à l'échelle biologique, effectivement, le micron est une unité importante. Tout dépend de l'échelle sur laquelle on travaille, mais en médecine, on parlera de l'ordre de micron, généralement. Je ne vois pas les autres questions. J'avais reçu une autre question, en effet. Oui. Donc, les calculs que tu as montrés, sont-ils des calculs en temps réel ou c'est des calculs qui ont été un peu manipulés pour que ça paraisse mieux? En temps réel, oui. Non, ce sont des calculs qui ont été faits tout en temps réel. Discovery, justement, c'est le but du mode Explore, hein, c'est qu'il utilise la carte graphique de l'ordinateur, du PC, pour faire ses calculs. Donc, nous avons des résultats instantanés. Ouais, donc je vois apparaître une question en disant, mais bon, est-il possible d'avoir des résultats instantanés tout en ayant des résultats corrects et fiables? Et en effet, ils sont fiables. Alors, quelle est la magie derrière cela? La magie, c'est l'utilisation de cartes graphiques, les GPU, qui sont très, très nombreux. Oui. Donc, tu peux en dire plus? Oui, alors le logiciel Discovery va fonctionner de deux manières en fait. On a le mode Explore qui va fonctionner avec la carte graphique, donc le GPU. C'est pour ça que je précisais que pour avoir une utilisation optimale, il était nécessaire d'avoir 4 gigaoctets de mémoire. Mais nous pouvons très bien lancer des calculs avec la mémoire CPU, hein, donc l'autre mode de mémoire. Mais là, par contre, les calculs seront plus fiables et plus précis et seront un peu plus longs, bien sûr. Donc ça, c'est dans le mode analysé, le troisième mode. Alors, pour confirmer ceci, quand on parle de la validation, les résultats sont fiables, à tel point que Discovery est un logiciel qui a été cliniquement validé. Alors, il est évident, ce que Anita disait, c'est un logiciel qui donne des idées. Donc, quand je parle de logiciel qui est cliniquement validé, je fais référence à Boston Children's Hospital, donc à Boston. Ils utilisent le logiciel Discovery dans l'hôpital lorsqu'ils ont besoin d'avoir une indication rapide sur ce qui se passe afin de traiter notamment pour des patients, des jeunes patients, des enfants ou des adolescents qui ont des problèmes cardiaques majeurs. Alors, ceux-ci, quand ils doivent réagir très rapidement, ils vont désormais utiliser Discovery afin de mieux comprendre ce qui se passe. Ils utilisaient Fluent dans le passé, mais Fluent, qui donne des résultats extrêmement précis, doit calculer pendant à peu près 24 heures pour un cas particulier. Alors, très bien quand on est en situation de chirurgie préopératoire. Par contre, quand il faut réagir très, très rapidement, là, l'utilisation de calculs instantanés qui vont donner la bonne direction. Et ça, c'est important parce que finalement, la décision sera prise par le clinicien. Donc, c'est tellement fiable que des cliniciens, en tout cas aux États-Unis, utilisent ces outils-là afin d'avoir les bonnes directions et de prendre les bonnes décisions. Oui. Je vois une question qui dit « Est-ce que le logiciel existe en français ?» Oui, effectivement, le logiciel existe en plusieurs langues, hein, notamment l'anglais, mais le logiciel, la démonstration que je vous ai faite était en français, en fait. Donc, oui. Oui, pour cette question. Et quel type de physique couplée pouvons-nous faire? Alors, j'ai fait ici, lors de la démonstration, un couplage de phénomènes physiques thermiques et structure. Donc, celle-ci, on peut la faire. Mais tout ce qui est proposé, finalement, peut être fait. On peut faire du couplage thermique structure, mais fluide structure aussi, si l'on souhaite. Tout ce qui est proposé ici. Thermique, fluide, structure et également après qui est demandé peut-être fait. Et j'avoue que bon, je suis toujours à pousser mes collègues pour aller plus loin parce que si je prends le cas du cœur, le cœur qui est un organe extrêmement important mais extrêmement complexe, parce que la déformation du cœur est pilotée par un courant électrique, donc il y a de l'électrophysiologie qui va déformer le cœur, qui va lui-même induire l'écoulement du fluide.
Donc, on est en train, en effet, d'introduire toute la physique électromagnétique dans cet environnement, de telle manière que des organes aussi complexes que le cœur, avec 3 physiques majeures dans le domaine, vont être modélisés de la même manière. Oui. Discovery est capable de faire ça. Ah, une question qui apparaît, et finalement j'y avais répondu par après, pourrait-on ajouter l'os? Et en effet, Anita, tu as fait des simulations uniquement avec Oui, la prothèse ici, mais que je sache, il n'y a aucun mais bien problème sûr. à ajouter l'os Oui, et oui. la multiplication de l'os, en effet. Normalement, il n'y a aucun souci, hein. Après, on a la possibilité d'appliquer du contact, hein, comme on a vu dans le mode analysé, de pouvoir insérer des contacts ou des liaisons entre l'os et la prothèse de hanche. Donc là, c'était une démonstration assez rapide, donc je me suis concentrée sur la prothèse de hanche. Mais effectivement, on peut associer, faire un assemblage de plusieurs pièces. Déjà commencer par faire un assemblage de plusieurs pièces avec les outils Discovery, c'est déjà suffisant, avant même de pouvoir faire une étude beaucoup plus poussée après sur des logiciels tels que Mechanical ou Fluent. Il est possible déjà de faire des petits tests avec Discovery d'assemblage. Et je vois une question assez intéressante aussi, je trouve, qui m'apparaît. Oui. Tu as personnalisé la tige fémorale. Mais si on veut modifier une tige fémorale, ça veut dire que c'est un autre produit. On commence à personnaliser. Est-ce qu'ANSYS propose des solutions de personnalisation de la fabrication des éléments comme des solutions pour modéliser l'impression 3D? Oui. Oui. Nous avons dans les outils géométriques, dans le mode modèle, la possibilité de faire des esquisses et à partir de là, créer nous-mêmes de la géométrie. Et pour l'impression 3D, oui, c'est tout à fait possible. Discovery est capable de faire ça. Et c'est particulièrement intéressant, notamment avec ANSYS Additive Manufacturing, le fait non seulement de pouvoir modéliser l'impression 3D, mais également de pouvoir modéliser les structures qui se passent dans le produit qui était fabriqué. Ainsi, non seulement on peut avoir des méthodes personnalisées, des outils, des prothèses personnalisées ici, mais on peut également étudier en fonction de, par exemple, l'évolution du poids de la personne. Si elle commence à grossir après avoir eu l'implantation de cette modèle, est-ce que cette personne va toujours pouvoir faire toute une série d'activités de sport, par exemple une position monopodale, comme Anita le mentionnait. Il peut y avoir des collaborations avec d'autres outils, Anybody Technology, par exemple, dans lesquels ils prennent un squelette pour lequel ils peuvent appliquer différents types de sport, le ski, le cyclisme, ou des activités comme conduire, et de pouvoir dire, dans ces conditions, quelles sont les applications, les forces qui sont appliquées sur la prothèse, et est-ce qu'il y a des risques de fracture. Donc, on se retrouve désormais dans des approches qui viennent un peu comme un jumeau numérique. Et tu avais, je crois, sur ton premier slide, une image d'un squelette Oui. total. C'est clairement les directions dans lesquelles la simulation va et dans lesquelles le domaine de la santé se dirige à l'heure actuelle. Oui. Exactement. Effectivement, oui. Et de plus en plus, le jumeau numérique apparaît en simulation numérique, oui. Il est possible de simuler pas mal de choses au niveau du domaine médical. Il y a plusieurs. Là, je me suis concentrée sur la biomécanique articulaire, mais effectivement, c'est un domaine vaste où il y a plusieurs d'autres domaines. Tout est lié. Et je vois que pour conclure, Alain nous pose une excellente question. Pour avoir des licences, à qui doit-on s'adresser? On va s'adresser. Donc, j'ai mis en dernière page l'adresse du contact ADDL. Donc, vous pouvez nous adresser votre demande ici, en nous adressant votre mail. Alors là, s'il y a des, il y a différentes licences académiques ou les licences non académiques, les produits académiques ou non académiques. Donc tout cela, ce sera. Je vous invite à contacter la société ADDL avec l'adresse contact@addl.fr pour avoir plus de renseignements par rapport à ça. Personnellement, je ne vois plus de questions, donc Oui. Adam, on revient vers toi. Moi non plus.
ont été répondues. Je vous ai mis le polycopier à disposition. Vous pouvez le télécharger et du coup, vous aurez toutes les informations qu'il faut. Et à la fin du webinaire, il vous sera envoyé un replay automatique de ce webinaire. Et ça tombe bien, ça fait pile poil 1 heure. Il est 15 heures pile. Et du coup, on va s'arrêter là. Merci à vous. Bah, merci à vous. Merci à tout le monde d'avoir participé. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci tout le monde. Au revoir.